On est dans un pays de propagande où les médias ont décidé que c'était même pas la peine d'aller voter, qu'Alain Juppé était tellement haut que c'était cette ligne politique qui l'emportait. Je suis désolée. Quand moi j'écoute les Français ils veulent de l'autorité, de l'ordre, ils veulent qu'on maîtrise l'immigration, ils veulent qu'on s'attaque à l'islam radical et ils ne veulent pas d'une ligne politique molle qui est défendue par Alain Juppé. Donc les médias essayent de faire croire que cette primaire elle est jouée. Je suis sûr que chaque Français s'est déjà dit au moins une fois en entendant ce genre de phrase, ben les Français peut-être, mais pas moi, ce qui est un peu paradoxal. Mais si tout cela n'est qu'intuition, comment trancher? Attends, j'ai une idée, on va pas se faire chier. Bon là on n'est pas plus avancé. Mais alors comment ils font à la télé? Parce que quand c'est un gars cravaté qui le dit, ça sonne vrai. Les Français veulent des élus qui assument leurs convictions. Les Français ont envie d'essayer le Front National. Les Français veulent de la sincérité. Les Français sentent très bien qu'on ne leur dit pas la vérité. Les Français veulent essayer autre chose. Ce qu'ils veulent, c'est du boulot. Et les Français attendent autre chose. Autre chose. Autre chose que l'amertume de Jean-Luc Mélenchon. Les Français veulent François Bayrou. Les Français n'en veulent pas. Les Français aiment les propositions de François Bayrou. Les Français, à quoi pensent-ils? Les Français veulent. Les Français n'en veulent plus. Les Français veulent. Les Français ne veulent pas. Tous les Français. Les Français. Les Français. Les Français. Je me fous de ce que pensent les Français. Pourquoi dit-il cela? D'abord, je pense que tous les jours, nous le faisons à notre manière, nous affirmons des choses sur ce que sont, pensent ou veulent nos concitoyens. Mais quelle différence y a-t-il entre des gens ordinaires qui le disent et des gens de pouvoir? On pourrait être tenté de répondre, eh bien les gens de pouvoir ont les moyens de savoir si c'est vrai, contrairement aux piliers de comptoir qui s'enflamment en mode « Ouais, les Français, c'est des beaufs ». Et puis c'est un peu le job d'un représentant politique, de savoir ce que veulent les gens qu'il représente. Cela dit, un homme politique, c'est pas non plus un scientifique, comme un sociologue par exemple. Il peut avoir intérêt à mentir, et puis tout simplement il peut se tromper. Mais lorsque le pouvoir invoque l'opinion publique, la question est-elle seulement celle de la vérité ou de la fausseté? Les politiciens se lancent-ils dans une sorte de concours pour savoir qui est le plus apte à deviner ce que veulent les Français? Les Français ont soupé de ce vieux monde politique. On comprend qu'il y a bien plus, et que l'enjeu est peut-être moins de savoir ce que pensent les Français, que de faire en sorte qu'ils pensent ou veulent telle ou telle chose. Je ne sens pas la volonté chez les Français d'un match retour Sarkozy-Hollande. Ou, mieux encore, l'enjeu de la compétition politique pourrait bien être non de rapporter fidèlement l'opinion des Français, mais plutôt de parler à leur place et en leur nom, en se moquant de ce qu'ils pensent vraiment. Tout le monde a compris dans ce pays. D'abord, on peut relever un usage rhétorique de ces énoncés comme « les Français veulent que ». Rhétorique au sens de l'art de persuader. Persuader, ou convaincre, c'est proposer à l'assentiment d'autrui une proposition. Pour qu'il l'accepte, il faut lui donner une raison de l'accepter. Quand on voulait faire avancer une idée, comment il fallait faire? Convaincre les autres. On pourrait essayer de justifier directement une mesure comme « il faut baisser le SMIC », mais on peut se contenter de mentionner que quelqu'un qui fait autorité l'accepte déjà. Aristote l'a dit, Cyril Hanouna le pense aussi, ainsi qu'Einstein et Lincoln. C'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Cette pratique argumentative peut constituer un sophisme. Dans notre cas, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes que l'on convoque, c'est tout le monde. En ce sens, c'est une sous-catégorie d'argument d'autorité, connue sous le nom d'appel au peuple. Chacun sait bien que, tout le monde sait que, etc. Sur le terrain, les gens pensent qu'Emmanuel Macron peut représenter la chance de la réforme pour la France. Le tour de force ici, c'est que l'on ne se contente pas de dire P, et un tel d'important croit que P, donc P est vrai, ou il faut faire P, mais d'inclure d'emblée l'interlocuteur dans l'ensemble des gens qui croient que P. Tous les Français croient que P. On force l'adhésion de l'interlocuteur en la postulant d'emblée. Par le raisonnement implicite, tous les Français croient que P, or tu es français, donc tu crois que P. Et donc tu dois être d'accord avec moi quand je dis que P. L'appel au peuple permet alors de justifier que l'on propose la meilleure mesure, puisque c'est celle que tout le monde veut. Du coup, on n'a pas besoin de justifier la valeur intrinsèque de cette mesure. Tous les Français veulent X, eh ben ça tombe bien, c'est pile poil ce que je propose. Ils sont majoritaires pour le rétablissement des frontières nationales. Mais il n'y a que moi qui propose cela. L'appel au peuple permet d'appuyer ses positions en faisant croire qu'elles sont populaires. Mais il y a un autre avantage à faire croire que tout le monde est d'accord avec soi. C'est que ça permet de se construire une manière d'être, un style de personne qui est en dehors des clivages.
au-delà de l'ancrage partisan, et donc de faire semblant d'avoir un point de vue universel, supérieur. Le peuple français, c'est à lui que je parle. Ce ne sont pas aux appareils politiques, aux appareils politiciens. Vous savez, on a dit qu'on allait faire bouger les lignes, en finir avec les clivages gauche-droite. Tous les Français veulent comme moi parce que je ne suis ni de droite ni de gauche. J'exprime simplement une position de bon sens. Je pourrais faire homme politique. Qui, légitimement, pensent, comme moi d'ailleurs. Bon, en général, ça passe inaperçu, mais évidemment, si on prend le temps de l'interroger, la première chose qu'on demandera, c'est « Ah bon, êtes-vous sûr? Combien de personnes se rallient réellement à votre proposition ?» Il faudra donc être attentif à la référence de ces appels au peuple. Quelle quantité de Français, dans la réalité, soutiennent cette proposition? C'est pas beaucoup. Et là, du coup, on rejoint l'usage le plus courant, finalement, de ces énoncés généraux, comme les Français pensent que, c'est l'usage constatatif, ou descriptif, qui n'est pas strictement rhétorique, c'est-à-dire qui ne va pas servir immédiatement à justifier, et de manière sophistique, une proposition. On voit bien que la France est saisie aujourd'hui d'un mouvement de repli dans l'opinion publique et d'une demande de protection. Alors d'où vient cette demande de protection? Le politique, ou le journaliste, ou n'importe qui formule cette proposition, exprime alors une croyance sur l'état du monde. Une hypothèse qui peut s'intégrer à un raisonnement, et qui ne constitue pas, à elle seule, la justification. Les Français ne veulent pas des migrants, il ne sert à rien de déplorer, il faut le constater et voir comment on peut répondre à cette angoisse. Non pas les Français veulent l'état d'urgence, mais les Français ont peur, ils veulent de la sécurité. Pour leur en donner, je propose donc de prolonger l'état d'urgence. Évidemment, le premier réflexe, c'est de demander « mais comment est-ce qu'il fait pour le savoir ?» Et là, tous ces gens qui prétendent parler au nom du peuple rivalisent d'ingéniosité quant à leur procédure de justification. On a d'abord la fameuse technique du doigt mouillé, absolument infaillible, puisque l'on voit ce qu'on a envie de voir. Je ne sens pas la volonté chez les Français d'un match retour Sarkozy-Hollande. Ensuite, prétendre avoir une expérience directe, un contact direct avec les gens, permet d'ajouter une touche de gars qui s'implique, qui est sur le terrain. Ce que je sens, moi, sur le terrain aujourd'hui... Dans la rue, quand je discute avec nos concitoyens... S'appuyer sur le résultat d'un scrutin est sans doute plus fiable. Ce premier tour montre la profonde aspiration des Français un changement clair. Notons que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le côté quantitatif, définitif, n'est pas la garantie d'une lecture univoque de ce que veulent les électeurs. Comprendre l'état de l'opinion publique à travers les résultats d'une élection, par exemple, reste du domaine de l'interprétation, et donc du conflit d'interprétation. Oh, Berger n'est pas d'accord. Non, ça je m'en doute qu'elle n'est pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Mais des élections, il n'y en a pas tout le temps. Ça va du plus ou moins pourri, mais la reine des procédures de justification, ça reste quand même de sortir les résultats d'un sondage. Les sondeurs le savent aussi. C'est du chiffre, ça fait science. C'est du quantitatif, donc ça doit être vrai. Depuis plusieurs jours, les horoscopes nous sont favorables. D'un point de vue logique, et quelle que soit la justification invoquée, dire « les Français veulent X », c'est toujours commettre une généralisation abusive. Parce que, à part le rap de frites ou Johnny, rien ne fait l'unanimité. Il y aura toujours des gens, par exemple, pour défendre les exilés fiscaux. Bon, enfin, inutile d'être un logicien tatillon. On comprend que quand on dit « les Français veulent X », ce qu'on veut dire, en réalité, c'est « la majorité des Français veulent X ». L'essentiel du problème politique n'est pas là, à mon avis. Par problème politique, j'entends partir dans un raisonnement politique d'un énoncé constatatif sur l'état de l'opinion publique. Les Français sont extrêmement sceptiques par rapport à cela. On voit bien donc. Pour comprendre le problème qu'il y a à mobiliser ce type d'énoncé portant sur l'opinion publique, je propose de faire référence à l'article de Pierre Bourdieu « L'opinion publique n'existe pas ». Dans son article, Bourdieu ne fait pas une critique statistique des sondages. Il ne pointe pas la difficulté d'extrapoler à l'ensemble de la population un résultat obtenu sur une petite partie de celle-ci. Bourdieu juge plutôt fiables les moyens modernes de constitution d'échantillons représentatifs. Mais il va formuler 3 critiques de fond sur la manière dont se construisent les sondages. Et nous, on va l'utiliser pour montrer que convoquer un sondage pour valider un énoncé tel que « tous les Français pensent X » n'est pas une preuve extrêmement forte. Toute enquête d'opinion repose sur 3 postulats. D'abord, qu'avoir une opinion est à la portée de tous. Autrement dit, que chacun a une opinion sur tous les problèmes possibles. Or, il peut arriver que je ne me sois pas du tout posé la question. Il peut arriver aussi que je n'ai strictement aucune compétence pour me prononcer sur le sujet. Comment je fais dans ces cas-là? Je coche au hasard? Je réponds sans opinion? On bat les couilles, frère. Que toutes les opinions se valent, qu'on peut les additionner comme si elles étaient qualitativement équivalentes. Or, en raison du premier point, on voit que chaque opinion individuelle a un statut vraiment différent d'une autre, selon le degré d'implication ou bien la compétence du sondé. Portez-vous à un jugement très favorable, plutôt défavorable ou très défavorable sur l'action de Jack Lang? Mais qu'importe. Pour le sondeur, l'opinion publique, la majorité, ce sera 50 plus 1. Enfin,
Toute enquête d'opinion suppose qu'il y ait un consensus sur le problème, un accord sur la question qui mérite d'être posée. Avez-vous déjà utilisé pour avoir augmenté votre plaisir lors d'un rapport sexuel, donc d'utiliser un ou des sex toys accessoires? Peut-être bien Arlette Laguiller. Or, même en partant d'un même fait, il n'est pas nécessaire qu'il y ait consensus, A, sur le fait qu'il y a un problème, B, sur la nature de ce problème. Cette troisième critique pointe un décalage entre les attentes du monde politique et celles du public. Du coup, on peut se demander comment ce monde politique s'y prend pour connaître non plus l'opinion que les Français ont, mais l'opinion qu'ils n'ont même pas encore formée. Pour y répondre, il faut peut-être prendre les choses en sens inverse. Parce que jusqu'ici, on a considéré l'opinion publique comme quelque chose de séparé des politiques. Cela émet des hypothèses qui sont vraies ou fausses, avec plus ou moins de justification et en étant plus ou moins de mauvaise foi. Mais le lien entre opinion publique et monde politico-médiatique n'est peut-être pas celui-là. Bourdieu soutient qu'une enquête d'opinion consiste la plupart du temps à extorquer à des gens une opinion qu'ils n'ont pas. Ouais, je sais pas, si c'était dimanche prochain, je dirais Sarko. D'accord. Je vous ai pas cité Sarkozy, hein. Pas Nicolas Sarkozy. Il y a Ségolène Royal. Les questions posées, par exemple des questions d'actualité politique, sont sans doute des questions qui passionnent le petit monde des décideurs, mais pas nécessairement le reste de la population. 7 Français sur 10 souhaitent le retrait de François Fillon. T'imagines, t'es revenu du taf, t'es en train de bouffer tes chocs à pic et on t'appelle pour te demander si tu approuves la nouvelle ligne diplomatique des États-Unis vis-à-vis de l'Iran. Comment est construit un sondage? Comment choisit-on les termes de la question posée? Eh bien en référence à la manière dont elle est déjà formulée dans le débat public. Un gouvernement d'union nationale, voilà ce que serait la solution si l'on en croit ce sondage publié aujourd'hui. Où les sondeurs vont-ils pêcher cet éventail de réponses possibles? Eh bien dans celles qui sont déjà présentes dans le débat public. Il est jugé autoritaire et dynamique, mais il inquiète une majorité de Français. De sorte que ce n'est pas une opinion brute qui est demandée aux sondés. Opinion brute que, d'ailleurs, souvent, il n'a même pas. Mais une opinion à propos d'opinions déjà constituées. Et ce que je propose, c'est de généraliser cette réflexion à l'ensemble des mécanismes par lesquels se forme l'opinion publique. Ce que l'on va nommer opinion publique dans les médias n'est pas la moyenne des opinions des Français, qui se constituerait avant l'enquête, et que le professionnel de la politique exprimerait dans un second temps. Non, l'opinion publique est un artefact produit à partir de l'agrégation statistique de réactions à des opinions déjà constituées, à des débats dont les termes sont déjà posés par les porte-paroles des institutions, les leaders des partis ou les différents groupes de pression. L'activité des professionnels de la parole politique consiste donc à la fois à produire la formulation d'un problème public, mais aussi à déterminer l'éventail de ces solutions possibles. Cet éventail définit les limites du pensable. Et ce, même quand ces professionnels de la politique pensent simplement rapporter des faits. De sorte que tous les énoncés en « les Français pensent que, les Français veulent que » sont moins des affirmations sur l'état de l'opinion publique que des prophéties qui visent leur auto-réalisation. Moi je crois que les Français ont envie d'essayer le Front National. Ici, on voit la différence entre la parole d'un individu lambda et celle d'une personne autorisée, qui de plus dispose des moyens médiatiques de diffuser sa parole. Quand le citoyen random ne fait qu'exprimer son point de vue sur le monde, qui est vrai ou faux, la personne de pouvoir a les moyens de faire advenir l'état de l'opinion qu'elle postule. Ces différents moyens commencent à vous être familiers si vous êtes des fidèles de l'émission. Ce sont des mécanismes indirects. Non le pouvoir de persuader directement, mais le pouvoir de cadrer les débats, d'imposer des problématiques, de dire ce sur quoi il est important de se prononcer. Si nos compatriotes se sont massivement détournés de la gauche, c'est parce qu'ils ont le sentiment que depuis 3 ans, on ne cesse de leur mentir. Sur le chômage, sur les impôts, sur les charges, sur la sécurité, sur l'éducation nationale et sur tant d'autres sujets. Ce que nous disons sur la manière de cadrer l'approche d'un problème public vaut aussi pour la préparation d'élections. On est dans un pays de propagande où les médias ont décidé que c'était même pas la peine d'aller voter, qu'Alain Juppé était tellement haut que c'était cette ligne politique qui l'emportait. Reconnaissons que dans cet extrait, la remarque de Nadine Morano est impeccable de justesse. Tout se passe comme si, à chaque élection, le système médiatique s'emballait pour désigner non le vainqueur futur, mais les prétendus favoris, des mois et des mois à l'avance. Donc les médias essayent de faire croire que cette primaire elle est jouée. Dans ce milieu, tout le monde le sait, mais on ne le fait remarquer que quand un sondage ne va pas dans son sens. Voyez à ce sujet les indispensables documentaires de Pierre Carl, Hollande, DSK, etc., et Juppé forcément. Un même travail pourrait d'ailleurs être refait à propos de Juppé pour 2017. La superstar des superstars, qui est toujours plus que jamais Alain Juppé.
Alors vous me direz, ces influenceurs, il n'y en a pas qu'un, et ils ne sont pas tous dans le même camp. Ces professionnels de la parole, ces politiques, sont en concurrence. Si on prend une métaphore économique, on peut dire qu'ils constituent une offre idéologique, et qu'ils sont en concurrence pour proposer la conception de tel ou tel problème qui va devenir majoritaire. On peut le voir comme une sorte de politique de l'offre, par laquelle l'offre idéologique crée sa propre demande, dans un univers concurrentiel et de manière indirecte. Lorsque cette concurrence est trop faible, une idéologie devient dominante. C'est cela qu'on appelle parfois la pensée unique. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut maintenant faire les réformes structurelles. Résumons. Une première approche nous faisait voir un usage rhétorique de l'appel au peuple. Le professionnel de la parole cherche à s'imposer de manière un peu balourde en faisant croire que tout le monde est avec lui. Dans un deuxième temps, on a vu que lorsque l'on convoque l'opinion publique, en émettant un constat sur son état, se posait toujours la question de la réalité de cet état, et des manières de le connaître. Enfin, il est apparu qu'au-delà des questions de vérité ou d'erreur, la référence à l'opinion publique, lorsqu'on la trouve dans la parole de personnes autorisées, était peut-être davantage une question de pouvoir, du pouvoir de faire advenir les croyances et les désirs que l'on attribue au peuple. On voit donc qu'il existe une classe de professionnels de la politique, dont la fonction est de produire des discours sur les problèmes publics. Discours qui vont alimenter les croyances de la population et qui se signalent par un usage abondant de phrases en « les Français veulent que ». Les Français se disent « on a un président, on ne le connaît pas, il est jeune, il a obtenu une large majorité au deuxième tour de l'élection présidentielle. Maintenant, voyons comment il travaille et voyons les résultats qu'il obtient. » Alors que retenir de tout ça? Eh bien d'abord, du point de vue de l'exercice de l'esprit critique, on peut retenir qu'il ne faut pas se lancer tête baissée pour se prononcer dans une controverse. Mais on devra toujours être attentif à chercher si le problème ne peut pas se poser dans des termes différents. Les Français sont touchés par ce qui vient d'intervenir et qu'ils veulent des mesures fortes. Et du point de vue de l'émancipation, il faut penser et réaliser les moyens d'investir ces cercles où se décident les formulations des problèmes publics. Et bien sûr, la question ultime serait de savoir si on pourrait parvenir à une situation dans laquelle plus personne ne parlerait à notre place. C'est-à-dire plus personne ne dirait « les Français veulent que », mais où nous dirions « nous voulons que ». Le chemin semble encore long pour regagner la confiance des Français. Est-ce que les Français ont été convaincus